à tous, bienvenue sur le podcast de We Love New York. C'est le premier podcast dédié entièrement à New York et je suis fière de vous retrouver ici en tant que membre de la communauté We Love New York, l'espace membre privé qui regroupe des aficionados, des experts et puis des résidents aussi de New York pour pouvoir approfondir des sujets, des connaissances liées à New York et puis aussi vous donner des idées peut-être pour vos futurs voyages et aussi connecter bien entendu ensemble en tant qu'être humain autour d'une passion commune. Pour ce second podcast de We Love New York, nous allons parler de 5 success stories new-yorkaises que je trouve inspirantes et qui j'espère vous inspireront à votre tour. J'aurais pu en choisir plein d'autres, mais il y a tellement eu de parcours impressionnants de personnes qui sont nées et élevées à New York, mais il a fallu faire un choix. Et j'ai donc choisi 5 portraits qui, pour moi, représentent vraiment cette diversité de New York et envoient surtout un message positif en permanence à nous tous, à notre planète. Ce sont des portraits, vous verrez, qui sont avant tout des passionnés. Ça, c'est aussi un élément clé, la passion, et qui font avancer les choses, persévèrent et ne lâchent jamais rien, même face aux obstacles qu'ils ont connus depuis leur enfance pour la plupart. Et dans ce contexte de crise, je me disais que vraiment ce podcast serait la bienvenue pour encourager toutes les personnes qui se retrouvent dans une période difficile, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des salariés, que ce soit aussi des personnes qui luttent pour faire face à ce virus. Voilà, donc tous ces portraits ont commencé leur vie dans des conditions humbles, mais encore une fois, ils ont travaillé dur pour atteindre ce qu'on appelle, et qu'on entend souvent, le rêve américain. Ce n'est pas une légende, l'American Dream. On n'a rien sans rien. Et surtout à New York. Tous ont surmonté des difficultés pour donc obtenir le succès remarquable dont nous allons parler. Et encore une fois, j'espère que ces success stories vous inspireront à persévérer et puis vous permettront également de rester humble en toutes circonstances, une qualité essentielle pour la réussite. Alors nous allons commencer par une actrice, chanteuse, activiste et productrice américaine, plus exactement avec des origines afro-cubaines et portoricaines, qui n'a jamais oublié ses racines et d'où elle vient à New York. Elle est née dans les années 80 à Brooklyn et ensuite a grandi dans East Village, un quartier que vous connaissez certainement à New York, un quartier qui était bien plus rude qu'aujourd'hui. Il s'agit donc de Rosario Dawson, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est très connue aux États-Unis en tout cas, et aussi bien sûr dans le monde cinématographique. À l'âge de 6 ans, en fait, avec son frère de 2 ans et ses parents, ils ont emménagé dans un bâtiment abandonné d'Alphabet City, qui à l'époque était un quartier très éclectique, et ça l'est encore aujourd'hui, à New York, de la 14e à Houston Street à peu près, avec Avenue A and D, A, B, C, D. Je pense que vous êtes déjà allés là-bas pour la plupart si vous avez été à New York. Dans les années 80, ce quartier, en fait, c'est devenu le quartier où ont élu domicile de nombreux portoricains. Il y avait vraiment beaucoup de marchands d'héroïne et de cocaïne partout. Et Rosario Dawson, avec sa famille, donc son petit frère et ses parents, vivaient dans un bâtiment squatté par plusieurs personnes, sans eau courante, sans chauffage, sans électricité au départ, avec des trous dans le sol, des cages d'escalier imbibées d'urine. Voilà, ça vous donne un peu une idée du décor et des conditions dans lesquelles elle vivait à l'âge de 6 ans. Et aujourd'hui, cet endroit, ce qui est fabuleux, c'est que là, on voit vraiment le changement. Donc, cet endroit abrite Momofuku et Mac Bar à New York. Je vous en parle d'ailleurs dans mon livre Take Me to New York. Donc, ce quartier aujourd'hui n'a plus rien à voir et n'a pas résisté donc à la gentrification comme plein d'autres quartiers de la ville. Ça a ses avantages comme ça, ses inconvénients finalement. Et donc, comme Rosario vivait dans ce quartier très dangereux, ses parents, naturellement, ne voulaient pas qu'elle sorte seule dans la rue. Jusqu'au jour où un tournage pour une publicité pour Vibe s'est déroulé à l'époque dans la rue. Et ses parents l'ont incitée à se faire remarquer en sortant seule pour la première fois, en lui disant qu'elle était jolie, qu'il fallait qu'elle tente sa chance pour se faire remarquer. Elle avait 15 ans. Tout a commencé là. Elle a donc été découverte et repérée sur le perron de sa maison, donc celle de ses parents. Elle a été repérée par le réalisateur David Clark, alors qu'elle avait seulement 15 ans, donc dans les années 90. C'est de là qu'elle a commencé à faire ses débuts dans le film Kids avec le rôle de Ruby. C'est aujourd'hui un classique culte qui capture bien une période particulière de l'histoire de New York.
dans une époque où effectivement l'épidémie de sida, crack, héroïne et d'autres drogues étaient omniprésentes, notamment à New York. Puis elle a aussi joué ça va peut-être vous parler, dans un autre film. Son second film, c'était la réalisation de Spike Lee, Girls Night Out. Elle a également joué dans plein d'autres films par la suite, bien entendu, notamment Men in Black, des Marvel, la série Daredevil sur Netflix. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est aussi que Rosario, au-delà de la détermination dont elle a fait preuve à l'époque pour, on va dire, créer cette opportunité, malgré le fait qu'elle vienne d'une famille avec très peu de moyens, aujourd'hui, elle utilise sa notoriété pour vraiment s'engager activement dans plein de causes. Donc, Médecins sans frontières, elle a été présente aussi dans toutes les protestations contre la guerre en Irak. Elle a été un soutien ferme aussi, je pense que vous l'avez vu pour ceux qui suivent de près, un soutien ferme durant la campagne électorale de Bernie Sanders. Elle fait aussi partie de plein mouvements pour soutenir les associations latino. Vraiment, elle est très engagée activement. Et elle le dit, cet activisme, en fait, il remonte vraiment à l'époque où elle était jeune, notamment à New York, à Tompkins Square Park, où elle a assisté à plein de combats, que ce soit pour défendre la cause des sans-abri, notamment dans les années 90, où ça commençait à changer, des combats aussi contre l'embourgeoisement du quartier, plein de combats qui aujourd'hui lui ont donné envie de poursuivre ça, mais en utilisant sa notoriété. Voilà, donc je suis très ravie de vous présenter dans un premier temps ce beau portrait qui a vraiment été chercher sa détermination finalement pour tous ces projets aujourd'hui dans son expérience de vie à New York. Elle le dit, de toute façon, Rosario Dawson, elle garde vraiment un lien précieux avec New York. Vraiment, elle étudie attentivement ce qu'il s'y passe, notamment dans le quartier où elle vivait avant, avec toutes les questions liées à la gentrification. Voilà. Passons au second portrait dont vous vous doutez certainement. J'étais obligée de la présenter pour ceux qui me suivent sur We Love New York, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le blog, dans la zone membre privée, ou bien qui ont même lu mon livre, savent que je suis une grande et éternelle fan d'Alicia Keys. Alicia Keys, c'est donc une diva de la soul américaine. Elle est auteure, compositeur, pianiste, productrice, philanthrope, actrice. Elle est née à Manhattan, New York, et elle a grandi à Hell's Kitchen dans les années 90 avec sa mère, qui était son unique parent à l'éduquer, qui lui a inculqué le goût du travail. À l'époque, cette partie de New York était soumise vraiment à des problématiques telles que la drogue, la prostitution, comme je vous en parlais également pour Rosario Dawson. C'était complètement différent pour beaucoup de quartiers à New York avant. Ça a donc été une profonde expérience, une deep expérience, comme elle le dit si bien dans une interview récente, qui a affecté vraiment sa musique et qui explique aussi son amour profond pour le hip-hop, le blues. Alicia Keys aujourd'hui a vendu des milliers d'albums dans le monde, remporté de nombreux Grammy Awards. Je pense que vous avez suivi tout cela avec attention, c'est impossible de passer à côté. D'ailleurs, où étiez-vous la première fois en 2009 quand vous avez entendu Empire State of Mind, qui réunit Alicia Keys et Jay-Z, nés et élevés à New York? Au cas où vous auriez un trou de mémoire, voici un extrait du live à Times Square, Alicia Keys, Jay-Z. C'est l'un de mes préférés, j'adore l'écouter sur YouTube. Je l'ai d'ailleurs mis dans ma playlist pour les musiques d'actualité à New York, parce qu'elle est clairement indémodable, cette musique. Elle fait partie de la playlist disponible via le QR code que vous avez dans mon livre Take Me to New York. C'est d'ailleurs en 2009 que, plus tôt dans l'année, Barack Obama a été élu comme premier président afro-américain aux États-Unis. À cette époque, la ville a bourdonné comme jamais. On entendait vraiment très souvent, on entend encore aujourd'hui Empire State of Mind, désolé encore pour mon anglais. On entendait sans arrêt cette musique dans les malls, les bars, les restaurants, on chantait. J'ai déjà entendu des gens chanter cette musique à New York.
C'est vraiment une musique qui transporte tout le monde. Rien de mieux que d'entendre vraiment cette chanson dans les rues de New York. C'est le meilleur endroit, bien entendu, pour entendre cette chanson. C'est devenu un peu Empire State of Mind, enfin Empire, l'hymne non officiel de New York. C'est une chanson qui a vraiment rencontré énormément de succès en restant plus de 5 semaines consécutives au sommet du Billboard Top 100. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Billboard Top 100, en fait, aux États-Unis, c'est le classement des chansons les plus populaires, toutes catégories musicales confondues. Cette chanson aujourd'hui que Alicia Keys a fait en duo avec Jay-Z incarne vraiment l'esprit de New York, son ambition et aussi le sentiment de liberté qu'on sent et qu'on sait qu'on peut avoir dans la ville. Et l'envie de réussir, c'est vraiment... comme dit Jay-Z, une ville qui donne envie de donner le meilleur de soi-même avec les moyens que l'on a ou que l'on soit. C'est aussi ça les messages qu'ils ont essayé tous les deux de faire passer dans cette chanson qui est clairement un hommage à New York, là où sont nés et ont été élevés aussi Jay-Z et Alicia Keys, qui n'oublient pas également d'où ils viennent, qui sont très attachés à leur ville, ils font beaucoup de choses. Mais bon, ça, ce sera l'objet d'un prochain podcast, avec plaisir. Et pour terminer, j'aimerais juste vous dire, au-delà de New York, voici les règles du succès pour Alicia Keys. C'est de se rappeler en permanence qui vous êtes, de découvrir et de faire vivre ce qui résonne vraiment en vous. Et n'essayez pas d'être comme les autres, soyez vous-même. Nous voilà déjà au 3e portrait. Ce 3e portrait, c'est celui d'un artiste que vous avez certainement croisé dans les rues de New York. Il est né dans les années 60. Il habitait à Brooklyn, dans le quartier de Flatbush, avec un père haïtien venant de Port-au-Prince, pour ceux qui connaissent le pays, et une mère portoricaine qui était née à New York. Il a malheureusement été victime assez tôt dans son enfance d'un malheureux accident en traversant la route. Il était super créatif, révolutionnaire. Il a toujours su, au fond de lui-même, finalement, qu'il deviendrait célèbre. Et il est malheureusement décédé d'une overdose en 88, il me semble, à l'âge de 27 ans. Parlons de Jean-Michel Basquiat. À 17 ans, son père, à Jean-Michel Basquiat, l'a expulsé de la maison parce qu'il a arrêté en fait ses études secondaires. Et durant cette période, donc finalement difficile pour lui, il a fait beaucoup de mendicité dans la rue, vécu chez des amis, essayé de vendre aussi, j'avais lu des cartes postales, ce genre de choses. Et cette vie dans la rue, cette épreuve difficile, surtout à l'époque, dans les années 60, je vous laisse imaginer, à New York, a sans aucun doute influencé son intérêt pour le graffiti. Vraiment, Jean-Michel Basquiat, avec son ami dont on va parler ensuite, Al Diaz, ils ont vraiment réécrit, on va dire, l'univers du street art. À l'époque, il fallait en plus, je vous laisse vous plonger à l'époque, dans les années 70, même 80, il fallait une sacrée dose de détermination pour percer en tant qu'artiste, parce que New York s'effondrait, il y avait un grand nombre d'artistes à cette époque-là, dans les années 70-80. Il a donc d'abord, avec son ami de lycée, à l'époque où il y était, attiré l'attention des passants avec le tag Samo, qui revient d'ailleurs, il me semble, créé avec son ami Al Diaz. Samo, aujourd'hui, en argot afro-américain, à l'époque, c'était pas la même signification. Il me semble que ça voulait dire dans la même merde à l'époque. Mais aujourd'hui, Sargo, en argot afro-américain, ça veut plutôt dire salut, comment ça va, quoi de neuf, la routine. Voilà, c'est une façon de saluer. Le tag, donc Samo, à l'époque, a été repéré très rapidement à Brooklyn et aussi à Manhattan. Et puis, par la suite, Basquiat a commencé à s'établir un nom dans le marché artistique, les galeries d'art, les musées, etc. C'était vraiment une grande histoire que j'aimerais partager avec vous dans un podcast entièrement dédié à Basquiat. Ce que je peux vous dire de plus pour pas vous faire un podcast trop long, c'est que Basquiat fait vraiment partie des artistes qui ont aujourd'hui, et on le voit aussi à New York, contribué à la beauté de la scène artistique new-yorkaise. C'est vraiment un artiste iconique qui a réalisé plus de 900 quand même peintures
avec son statut de poète-graffeur à l'époque, et qui exprime vraiment beaucoup, avec un langage unique et individuel dans un monde arty. Pour la petite histoire aussi, Basquiat c'était donc l'ami précieux d'Andy Warhol jusqu'à ce que malheureusement ça se finisse mal en termes d'amitié. Et puis voilà, donc je reviendrai sur Basquiat à l'occasion d'un prochain podcast, je pense, qui sera entièrement dédié à l'artiste, parce que sinon j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Pour ce 4e portrait que j'avais hâte de vous présenter, c'est l'un des portraits qui m'inspire le plus aujourd'hui parmi les New-Yorkais, avec Alicia Keys, clairement. Il s'agit, alors je ne sais pas si je le prononce bien, d'Alexandria Ocasio-Cortez. C'est la plus jeune femme élue au congrès américain. Elle a vraiment un parcours inspirant, un charisme que j'adore. Aussi en tant que femme, j'aime beaucoup son style vestimentaire. Vraiment, elle m'inspire énormément. Alexandria, en fait, c'est une ancienne barman qui est devenue l'une des démocrates les plus redoutées aux États-Unis. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est clairement l'étoile du parti démocrate aujourd'hui, à l'ère Trump, en plus aux USA. Elle a été un fidèle soutien, et elle l'est encore, de Bernie Sanders durant toute la campagne des primaires aux USA. Je vais vous mettre aussi le lien de son site dans les notes du podcast. Cette femme politique militante vient clairement d'une famille modeste, portoricaine d'ailleurs. Entre parenthèses, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des origines portoricaines parmi les portraits que je vous présente. Elle est née dans le Bronx, à Parkchester, un quartier vraiment difficile. Et aujourd'hui, c'est une Bronxite en fait qui sert le 14e district de New York, donc pour Bronx et Queens. Elle a eu une enfance en fait partagée entre Yorktown et Bronx. Elle est diplômée de Boston University et a travaillé au bureau du sénateur Ted Kennedy, et aussi en tant que directrice du National Hispanic Institute. Donc elle est vraiment investie à ce niveau-là. Et à l'âge de 17 ans, donc comme je vous disais, elle est diplômée de Boston University. Elle a, grâce à un emprunt et une bourse, elle a pu s'inscrire justement à l'université durant la 2e année. Jusqu'à la 2e année, et durant cette 2e année justement, elle a son papa qui est malheureusement décédé d'un cancer des poumons et qui lui a demandé avant de mourir de la rendre fière de lui. Et à la fin de son diplôme à la Boston University, elle a donc travaillé, comme je vous le disais plus tôt, au bureau du sénateur Ted Kennedy avant de revenir dans le Bronx pour aider malheureusement sa mère qui était très endettée, qui n'arrivait plus à s'en sortir avec des créanciers voulant saisir leur maison. Donc elle a tout fait pour aider sa mère en mettant de côté sa carrière de côté et a multiplié plein d'emplois pour justement l'aider. Des emplois de barman et serveuse dans un bar à tacos. Donc c'est vraiment une période de sa vie qui a aujourd'hui qui lui a permis beaucoup de gagner en fait la confiance des personnes qui la soutiennent, parce que cette période de sa vie lui a donné une grande connaissance des problèmes qui touchent la classe ouvrière endettée, qui n'arrive pas à s'en sortir et qui multiplie les emplois ou les actions pour sortir la tête de l'eau. Et cette période aussi de sa vie, malgré son grand diplôme à Boston University, lui a vraiment aiguisé, a développé chez elle un sens de l'écoute qui l'a rendu vraiment plus proche des électeurs qui ont vécu aussi ou qui vivent encore ce genre d'expérience et qui, du coup, ont l'impression de parler la même langue qu'elle. Donc ça lui a vraiment fait gagner beaucoup de points pour atteindre le rôle qu'elle a aujourd'hui. Et aujourd'hui, Alexandria, elle est vraiment déterminée, et ça s'entend, elle a une détermination dingue quand elle parle, à servir la classe ouvrière au détriment des intérêts des entreprises. Elle est vraiment déterminée à défendre la justice sociale, raciale, économique et aussi environnementale. Elle a vraiment un soutien incroyable. Je vous invite à aller voir sur Instagram, elle a des millions d'abonnés. Elle est fortement engagée aussi dans la lutte pour le climat. Elle fait bouger les lignes avec notamment le New Deal vert qu'elle a imposé comme idée. Elle a démonté aussi, elle a vraiment, comme je vous disais, un certain charisme. Elle a démonté pas mal d'arguments de Mark Zuckerberg. Je ferai un podcast ou un article sur ça, avec tous les éléments, sinon ça va durer longtemps ce podcast.
C'est, comme je vous disais, la plus jeune députée jamais élue au Congrès américain, donc je vous laisse imaginer la pression et aussi la fierté qu'elle a. Et c'est aussi une personne, alors ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu dans la presse, qui est reconnue pour son sérieux aujourd'hui parce qu'elle prépare vraiment minutieusement toutes ses réunions avec des questions pointilleuses et précises. Donc elle a tout pour encore aller plus loin et même certains disent que peut-être qu'un jour elle se présentera, qui sait, au présidentiel. En 2024 ou en 2028, c'est vraiment quelque chose que beaucoup prédisent dans le monde politique et ses conseillers d'ailleurs eux-mêmes en parlent. Ses proches, eux, ont également envisagé une candidature d'Alexandria à la mairie de New York pour 2021 avant de renoncer à l'idée. Voilà, donc j'espère que cela vous donnera envie d'aller suivre Alexandria Ocasio-Cortez davantage sur son compte Instagram. Elle est vraiment intéressante, elle est vraiment inspirante. Moi, j'adore la suivre assez régulièrement. D'ailleurs, je partage souvent des discours qu'elle fait sur mon compte Instagram ou ma page Facebook. Je ferai un article à l'occasion sur le blog directement, pas dans la zone membre, mais sur le blog, parce que vraiment, je pense que c'est une étoile montante qui va aller très très loin en politique et qui va beaucoup apporter en tout cas à la ville de New York. Et voilà, nous arrivons déjà au 5e portrait. Il s'agit d'un grand personnage de la scène littéraire et cinématographique new-yorkaise qui s'appelle Mario Puzo. Je pense que si je vous dis Le Parrain, c'est quelque chose qui vous parle. C'est l'un des plus grands films du cinéma qui se déroule entre 1945 et 1955 à New York et qui met en fait en lumière une famille, mais pas n'importe laquelle, la famille Corleone. Je ne sais pas si on dit Corleone ou Corleone, qui est l'une des plus grandes aux USA dans la mafia. Et donc Mario Puzo, qui a inspiré l'auteur de ce film, est né dans le quartier de Hell's Kitchen, comme Alicia Keys. C'est un Italo-américain qui est donc né, comme je vous disais, dans le quartier de Hell's Kitchen dans les années 20, mais qui est malheureusement décédé donc, au début du XXe siècle. Il était issu en fait d'une famille pauvre d'immigrants napolitains analphabètes et il était un des 12 enfants en fait. Et à l'âge de 12 ans, voilà ce qui aussi lui a permis et lui a donné envie de persévérer. Son père l'a abandonné lui avec sa mère et ses frères et ses sœurs. Donc sa mère s'est donc retrouvée seule à devoir subvenir aux besoins de tous les enfants et d'elle-même en tentant de les protéger pour qu'ils ne sombrent pas dans la mauvaise direction. Et comment le succès de Mario Puzo a démarré ? Il a démarré du fait qu'il était fauché lui-même en construisant ensuite sa vie avec une femme et 5 enfants. Mais il était déterminé. Il était déterminé à gagner de l'argent et à s'en sortir à New York. Il voulait donc écrire pour cela. Et c'est donc à l'âge de 45 ans, comme quoi il n'y a pas d'âge, à 45 ans, il devait à cette époque-là encore de l'argent à gauche, à droite, mais il voulait vraiment s'en sortir. C'est comme ça qu'il a commencé à écrire et d'ailleurs, dans son roman Le Parrain, il y a une partie de l'histoire, une toute petite partie qui s'inspire aussi de sa propre histoire. Par contre, les autres histoires liées à la mafia, elles sont pas du tout liées à son histoire personnelle, c'est plus des choses qu'il a vues ou entendues dans la rue, mais c'est pas directement lié à son histoire personnelle. Donc dans son roman Le Parrain, il raconte la vie de la communauté italienne immigrée en masse aux USA à la fin du 19e siècle, mais aussi les causes qui ont poussé cette communauté à s'installer aux États-Unis, notamment à New York. Et ce roman qu'il a écrit est devenu l'un des romans américains les plus lus durant la période d'après-guerre, avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Il est resté pendant 3 décennies le top des livres les plus lus. C'est juste incroyable quand on imagine quand même le succès qu'il a rencontré en partant quand même de loin. Voilà, donc si vous recherchez un livre qui vous permet d'en savoir plus sur l'immigration italienne aux États-Unis, notamment New York, c'est un excellent choix. Je ne vais pas m'étendre non plus sur Mario Puzo. Je voulais, pour les 5 portraits, vous donner un brief aperçu de ce qui les a poussés à s'engager autant, à se donner à fond dans tous leurs projets. Tout ça, ça remonte pour la plupart vraiment à leur enfance. Il y a vraiment une force qui vient de là, mais pas vraiment une enfance à New York. New York dans les années vraiment 60, 70, 80, 90,
C'était pas simple, c'était pas évident pour beaucoup. Beaucoup ont vécu dans des endroits vraiment peu confortables avec les difficultés liées à toute la drogue à l'époque, etc. Et il a fallu vraiment survivre dans cette ville pour s'en sortir et aller chercher cette détermination pour aller plus loin. Et on se rend compte que toutes ces personnes ont utilisé vraiment leur rapport à la ville pour faire de belles choses. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous en parler. Au-delà de tous les messages positifs que ça vous renverra, ça vous donnera envie de les suivre davantage pour rester liés et connectés à New York. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Ça m'a fait plaisir de réaliser ce deuxième podcast. Excusez-moi encore pour toutes ces hésitations, peut-être les petits bruits derrière, notamment mon anglais qui n'est pas parfait. Je le parle, mais j'ai pas un accent parfait. Je pense que vous l'avez compris. Je pense que le plus important, c'était vraiment le message que je voulais faire passer, ou les messages dans ce podcast. Et puis, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Pour aller plus loin, n'oubliez pas de laisser un commentaire sous le podcast ou dans la zone membre, à le recommander aussi autour de vous pour rejoindre la zone membre avec Take Me to New York, mon livre. L'idée, c'est vraiment de faire grandir cette belle communauté dans un espace privilégié dédié à tous les amoureux de New York. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour le 3e podcast. Bye.